Quand une ONG étrangère est accusée d'espionnage, l'aide humanitaire se transforme-t-elle en arme invisible? Ou bien assiste-t-on à l'éveil d'une nouvelle vérité, trop longtemps ignorée? Au Burkina Faso, 8 membres d'une ONG occidentale viennent d'être arrêtés, soupçonnés de collecter des informations sensibles pour des puissances étrangères. Officiellement, ils distribuaient des vivres et prodiguaient des soins. Mais pour les autorités, ils ont franchi une limite, brouillant la frontière fragile entre assistance et surveillance. Ce n'est plus un simple différend administratif. C'est un signal d'alarme. L'Afrique refuse désormais que l'aide humanitaire serve de prétexte pour explorer ses secrets. L'époque où les ONG pouvaient circuler librement, recueillir des données sans rendre de compte, semble toucher à sa fin. Une question brûlante surgit. Jusqu'où les ONG sont-elles vraiment neutres? À quel moment la collecte de données sur la sécurité devient-elle une arme stratégique et non plus une simple mesure de précaution? L'enjeu dépasse de loin le sort de 8 étrangers détenus. Si l'Afrique abdique la maîtrise de ses propres données, elle perd le contrôle sur son image, ses ressources et sa souveraineté. Le risque? Voir son avenir dicté de l'extérieur, incapable de façonner ses propres politiques. Désormais, chaque ONG entrant sur le continent se trouve face à un choix: jouer la transparence ou risquer d'être rejeté. Car l'aide n'est plus un passeport immaculé, mais un champ de mine où la souveraineté informationnelle décide du vrai pouvoir au XXIe siècle. Mais comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Pour comprendre, il faut remonter aux origines de cette crise et analyser les mécanismes qui, depuis des décennies, ont lentement érodé la confiance entre l'Afrique et certaines organisations humanitaires étrangères. Derrière cette confrontation inédite, une histoire plus ancienne se dessine. Les racines de la méfiance plongent profondément dans le passé de la région. On peut remonter à l'époque coloniale, lorsque des expéditions scientifiques européennes arpentèrent le continent, collectant plantes, minéraux, traditions orales, mais surtout cartographiant les territoires. Ces cartes, loin d'être de simples outils scientifiques, servaient à préparer la conquête, à diviser, à administrer et à exploiter. Aujourd'hui, les bases de données informatiques ont remplacé les carnets de notes, mais la logique du contrôle de l'information demeure. En 1990, au Rwanda, des ONG présentes sur le terrain furent accusées, après coup, d'avoir sous-estimé, voire ignoré, la gravité des signaux précurseurs du génocide. Certaines données collectées, au lieu d'alerter, restèrent confidentielles ou furent mal interprétées à l'étranger. L'histoire retiendra que l'information, même humanitaire, a un pouvoir immense, celui de sauver ou de condamner. Ce n'est pas une banale altercation, c'est le signal d'une époque où l'Empire ne passe plus par les armes, mais par les algorithmes. Désormais, la bataille décisive ne se déroule plus sous le feu des projecteurs militaires, mais dans l'ombre des flux d'informations. L'arrestation de 8 membres d'une ONG occidentale au Burkina Faso n'est que la pointe d'un immense iceberg, celui de la collecte de données en Afrique, maquillée sous le masque de l'humanitaire. Depuis des dizaines d'années, les ONG occidentales interviennent sur le continent africain, arborant le drapeau de l'aide, du développement, de la protection. Mais derrière les campagnes de vaccination, les puits creusés, les colis alimentaires, elles collectent, trient, puis exportent des données sensibles. Celles-ci ne concernent pas seulement la santé ou l'éducation. Elles touchent aussi aux mouvements de population, à la sécurité locale, aux structures sociales et politiques. Centralisées sur des serveurs lointains, ces informations deviennent des leviers de pouvoir pour ceux qui les contrôlent. Prenons un exemple concret. Lors de l'épidémie d'Ebola en 2014, plusieurs ONG ont cartographié, en temps réel, les foyers d'infection, les déplacements de population et même les itinéraires des équipes médicales. Ces données, partagées avec des partenaires internationaux, ont certes permis une réponse coordonnée, mais ont également été utilisées pour anticiper des mouvements sociaux et politiques, parfois à l'insu des autorités locales. Ainsi, l'information destinée à sauver des vies est devenue un outil d'analyse stratégique internationale. Pour le gouvernement burkinabé, cette extraction méthodique représente désormais une menace directe pour la sécurité nationale. Que valent des frontières, des armées
ou même des discours officiels, si chaque tension, chaque déplacement, chaque faille du pays est observée, cartographiée et transmise à l'étranger? Pour l'État, cette pratique s'apparente à une surveillance déguisée, une mainmise sur la réalité nationale par des intérêts extérieurs. Un parallèle historique s'impose. Dans les années 1960, à l'apogée de la guerre froide, la collecte d'informations était l'arme principale des grandes puissances. Les missions scientifiques, humanitaires ou journalistiques permettèrent d'approcher des territoires inaccessibles et de cartographier les infrastructures stratégiques. Aujourd'hui, la même logique se déploie, mais avec des outils numériques infiniment plus sophistiqués. Cette méfiance trouve ses racines profondes dans l'histoire coloniale. Autrefois, la première arme de l'envahisseur n'était pas toujours le fusil, mais la carte. Explorer, recenser, nommer, diviser, puis gouverner à distance. Aujourd'hui, les bases de données ont remplacé les carnets de l'administrateur colonial, mais l'enjeu demeure. Qui détient l'information détient le pouvoir, même si ce pouvoir se pare de neutralité et de bonnes intentions. Dans ce contexte, la réaction du Burkina Faso n'est pas qu'un réflexe de fermeture ou de nationalisme exacerbé. Elle s'affirme comme une revendication de souveraineté. Garder la donnée sur le territoire, c'est refuser que d'autres imposent leur récit. Car laisser partir ces données, c'est accepter que l'analyse, la planification et la narration du pays se décident ailleurs, selon des logiques parfois étrangères à l'intérêt local. Pour illustrer cette dynamique, rappelons le cas du Nigeria dans les années 2010. Face à une recrudescence de groupes armés dans le delta du Niger, les services de renseignement nigérians ont découvert que certaines ONG, sous couvert d'aide humanitaire, transmettèrent des informations sur les mouvements de population et les dispositifs de sécurité, facilitant involontairement, ou non, les actions de groupes rebelles. Cette crise a conduit à une refonte complète des protocoles d'accès aux données pour les organisations étrangères. Le risque est considérable. Continuer à livrer ces informations, c'est entretenir la dépendance, maintenir une tutelle invisible où l'Afrique demeure objet d'étude, jamais sujet de son histoire. Mais reprendre la main, c'est ouvrir la porte à l'autonomie, à la sécurité, à la possibilité de concevoir des politiques ancrées dans la réalité, non dictées par des modèles venus d'ailleurs. Reste une question brûlante. Où placer la frontière entre sécurité et solidarité? À partir de quand l'assistance devient-elle une forme d'ingérence? Toute la complexité de cette crise dépasse largement le cas du Burkina Faso. Mais ce bras de fer ne fait que commencer. Car dans l'ombre, de nouveaux acteurs s'engouffrent dans la brèche laissée par l'Occident. On observe ainsi l'émergence de fondations africaines, d'initiatives panafricaines et de partenariats sud-sud qui cherchent à développer leur propre capacité d'analyse et de réponse. Par exemple, la création de l'Observatoire africain des crises humanitaires, basé à Addis Abeba, illustre la volonté de reprendre la maîtrise de la collecte et du traitement des données sensibles. Et si la carte humanitaire n'était pas seulement un atout de compassion, mais le levier ultime de l'influence mondiale? Derrière chaque mission d'aide se cache peut-être une partie d'échec où l'Afrique ne serait plus seulement le terrain, mais aussi le pion, et parfois la mise. Les ONG occidentales produisent des rapports, des cartographies, des analyses à première vue neutres, objectives, presque anodines. Mais ces données, collectées parfois village après village, alimentent en réalité les réflexions stratégiques de gouvernements et de services de renseignement occidentaux. La transparence affichée peut, dans l'ombre, ouvrir la porte à une surveillance d'ensemble plus insidieuse qu'il n'y paraît. Au Burkina Faso, ce jeu caché a éclaté au grand jour. Le gouvernement ne considère plus ces données comme de simples outils d'aide. Il les voit désormais comme des armes stratégiques, capables de révéler des failles sécuritaires, d'orienter des politiques, voire de prédire les mouvements d'une armée ou d'un groupe rebelle. Dans ce contexte, chaque rapport d'ONG devient une pièce d'un puzzle dont la logique échappe souvent aux populations concernées. L'arrestation de 8 membres d'une ONG occidentale n'est donc pas un incident isolé. C'est un signal d'alarme, un avertissement adressé à toutes les organisations étrangères. Désormais, l'Afrique veut savoir qui collecte quelles informations, pour quels usages et au bénéfice de qui. L'ère de la collecte discrète et du partage automatique avec des centres d'analyse étrangers touche à son crépuscule.
Dans le silence tendu qui a suivi l'annonce officielle, une question a envahi les couloirs du pouvoir et les sièges des ONG. Qui détient vraiment la souveraineté sur les données africaines? Tant que ce sont les ONG qui décident ce qu'il faut observer ou documenter, le continent risque une manipulation insidieuse de son propre récit. Mal utilisées, les informations humanitaires peuvent devenir des catalyseurs de désinformation, d'ingérence ou d'exploitation de faiblesses nationales. Le risque est immense. Sans règles propres, l'Afrique reste vulnérable à l'influence, à la manipulation et à la gestion de ces crises par d'autres mains. Chaque fichier, chaque carte, chaque note griffonnée dans un bureau d'ONG pourrait cacher l'étincelle d'une crise à venir, ou devenir la clé d'un chantage silencieux venu de l'extérieur. La souveraineté sur les données, c'est la première marche vers le contrôle de son propre destin. Ce basculement marque le début d'une révolution discrète. L'Afrique commence à interroger l'usage de ses propres informations, à reprendre la main sur son image et ses choix. Pour la première fois, la question n'est plus « qui aide ?», mais « qui regarde ?», « qui analyse ?», « qui profite ?». Mais ce mouvement de reprise en main soulève de nouveaux défis. Jusqu'où l'Afrique est-elle prête à aller pour protéger ses données, et à quel prix? Quand un empire perd la vue, il ne devient pas aveugle, il vacille, il tremble, il redoute l'inconnu. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un continent ou un pays décide de couper le robinet informationnel à l'étranger. En 1977, lors de la révolution iranienne, les autorités coupèrent l'accès aux sociétés étrangères à des milliers d'informations sur le pétrole, provoquant la panique dans les capitales occidentales. L'histoire se répète. Celui qui contrôle l'information contrôle la narration, et souvent la destinée du pays. En moins d'une journée, tout l'Occident se retrouve coupé d'un de ses privilèges les plus stratégiques. L'accès immédiat aux données locales, aux cartes sensibles, aux rapports confidentiels sur la sécurité du Sahel. Fini les briefings quotidiens, fini la surveillance constante des dynamiques internes. Soudain, la pipeline informationnelle est fermée par ceux qui, jusqu'ici, semblaient dépendants. Les réactions fusent. Officiellement, c'est le choc, la colère, les convocations d'ambassadeurs, les menaces de couper l'aide ou d'imposer des sanctions. Mais derrière les portes closes, l'angoisse monte d'un cran. Sans boussole, décideurs et analystes occidentaux tâtonnent. Les ONG, consultants et agences sont désormais persona non grata. Chaque tentative de relancer le flux d'informations se heurte à une méfiance totale, à des portes closes. Dans le même temps, quelque chose de souterrain s'organise. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, de petites salles deviennent le théâtre de réunions discrètes entre experts africains de la sécurité, des données, de la diplomatie. Des réseaux inédits se forment, où l'information circule non plus vers Paris, Londres ou Washington, mais entre Ouagadougou, Bamako, Niamey et Lomé. Pour la première fois, la cartographie du risque, la lecture des menaces, échappent à l'œil étranger. Rompre avec la donnée occidentale n'est pas sans péril. Les pays africains affrontent la perspective d'un isolement, privés du soutien technique et des financements qui accompagnaient l'ancien système. Mais ce vide crée une chance historique. Reconstruire des systèmes d'information par et pour les Africains, adaptés au terrain, à la culture, aux priorités réelles du continent. Prenons le cas du Kenya. Après avoir subi des cyberattaques orchestrées depuis l'étranger, Nairobi a créé en 2022 son propre Centre national de cybersécurité, réunissant des spécialistes locaux et formant la nouvelle génération d'analystes africains. Le but ? Ne plus dépendre d'acteurs extérieurs pour la détection et la gestion des menaces. C'est le pari du siècle. Refuser l'espionnage déguisé en aide, c'est accepter d'avancer sans filet, de s'aventurer en eau trouble. Pourtant, c'est peut-être le seul chemin pour que l'Afrique se réapproprie ses récits, ses ressources, ses solutions, loin des diagnostics importés et des agendas invisibles. Reste à transformer ce moment de rupture en véritable progrès, sans tomber dans le piège de l'autosuffisance ou de la fermeture. Pour cela, il est crucial de s'inspirer de modèles existants, comme l'Union européenne qui, après les révélations d'Edward Snowden en 2013, a mis en place le RGPD, un règlement protégeant les données personnelles de ses citoyens et imposant des standards élevés de transparence et de consentement.
Mais l'Occident n'a pas dit son dernier mot. Loin des caméras, d'autres stratégies s'esquissent déjà pour reprendre le contrôle du récit africain. Par exemple, le lancement de partenariats inclusifs ou de fonds d'innovation pour la collecte de données éthiques en Afrique, souvent pilotés par de grandes fondations internationales, pourrait n'être qu'une nouvelle forme d'influence déguisée. Reprendre la main, oui. Mais dans quel but et à quel prix? Comment éviter de tomber dans une nouvelle prison, cette fois-ci peinte aux couleurs locales? Obtenir la souveraineté informationnelle ne se limite pas à couper les ponts avec l'étranger. Il faut bâtir, pierre après pierre, des infrastructures robustes, former des expertes et experts capables de défendre nos données et écrire des lois qui protègent vraiment l'intérêt collectif. Sans réseau sûr, sans centres de données nationaux, sans cadre juridique fort, reprendre nos informations ne ferait que déplacer la dépendance. Le problème changerait de visage, mais pas de nature. C'est là que le danger se précise. Remplacer une influence extérieure par une domination interne incontrôlée serait une illusion. Certains pourraient être tentés d'utiliser ce nouveau pouvoir pour censurer, manipuler ou servir leurs intérêts. Dans ce scénario, l'Afrique ne ferait que troquer une domination étrangère contre une prison intérieure, où la peur étouffe la voix du peuple et le doute sème la méfiance. Pour échapper à ce piège, il faut miser sur la transparence et la solidarité. La solution ne viendra pas d'un État isolé, mais d'alliances choisies entre pays africains. Construire ensemble des réseaux de gestion de crise, d'entraide et d'observation, pensés et gouvernés par l'Afrique, c'est ouvrir la voie à une coopération équitable. Mutualiser les ressources, partager les compétences, créer des plateformes communes. Voilà comment répondre aux urgences sans tomber sous la coupe d'intérêts cachés. C'est une révolution, discrète mais décisive. Former nos propres analystes, développeuses, enquêteurs, et leur confier la mission de protéger le récit africain. Fixer ensemble les règles du jeu pour que l'information serve la population, pas une poignée de privilégiés. Réussir ce pari, c'est écrire une histoire par et pour les Africaines et Africains. Mais attention, rater cette étape, c'est ouvrir la porte à l'autocensure, à la surveillance généralisée ou à la corruption, cette fois maison. Réussir, au contraire, c'est tracer le chemin vers une Afrique autonome, respectée, libre de choisir son avenir. Le choix appartient à toutes et tous, décideuses, techniciens, journalistes, citoyennes. Chacun a un rôle à jouer. Quels sont les premiers pas concrets pour bâtir cette souveraineté? D'abord, instaurer un registre national des données collectées par toutes les ONG, locales et étrangères, avec obligation de transparence sur la finalité et les destinataires. Ensuite, investir massivement dans la formation d'une élite technologique africaine, capable de développer des solutions de stockage et d'analyse adaptées aux réalités du continent. Enfin, encourager la création de consortiums régionaux pour mutualiser les ressources et partager les meilleures pratiques, afin de ne pas reproduire les erreurs du passé. Prenons l'exemple du Rwanda, qui a mis en place en 2018 une autorité nationale indépendante de protection des données, dotée de pouvoirs de sanction contre toute organisation ne respectant pas la législation locale. Ce type d'initiative montre la voie vers une gouvernance de l'information à la fois souveraine et responsable. Maintenant, la vraie révolution commence. À chaque voix de s'exprimer, à chaque main de bâtir. Mais reprendre le contrôle n'est qu'une première étape. Encore faut-il en assumer les conséquences et être prêt à affronter les défis qui en découlent. L'autonomie informationnelle implique aussi d'accepter le risque de l'erreur, de la lenteur ou du tâtonnement, le temps que les capacités locales montent en puissance. Cela suppose également de bâtir une culture du débat public où la société civile, les journalistes, les universités et les entrepreneurs participent à la réflexion sur la gestion des données et sur le sens à donner à la souveraineté numérique. Qui tient la plume du futur africain? Ceux qui observent de loin ou ceux qui vivent les réalités du continent? Désormais, la question se pose avec urgence. Au Burkina Faso, l'arrestation de 8 membres d'une ONG occidentale pour espionnage n'est pas un simple incident. C'est un signal. L'Afrique n'accepte plus d'être un territoire passif où l'on prélève l'information sans rendre de compte. Chaque donnée arrachée,
chaque carte tracée, chaque rapport expédié à l'autre bout du monde, c'est une parcelle de souveraineté qui s'efface. Fermer les yeux, c'est laisser d'autres dessiner le visage du continent, imposer leurs priorités, transformer des vies réelles en chiffres à exploiter dans des bureaux étrangers. Refuser cette situation, c'est choisir la renaissance. Cela signifie exiger que les données collectées en Afrique servent d'abord les Africains, que les politiques publiques soient imaginées par et pour les populations concernées. Ce n'est plus accepter l'assistance qui masque la surveillance, mais affirmer un droit fondamental, celui de décider qui détient la connaissance sur soi-même. La souveraineté sur les données n'est ni un caprice, ni un slogan. C'est la clé de l'autonomie, de la sécurité, de la dignité collective. Sans elle, il est impossible de concevoir des politiques adaptées, de protéger les citoyens et leurs ressources, de sortir du cercle vicieux de la dépendance et de l'ingérence. Demandez-vous à qui profite le silence et qui gagne si, au contraire, vous décidez de prendre part à ce débat. Ignorer ce moment, c'est laisser les puissances étrangères continuer à écrire l'histoire africaine sans jamais la vivre. Mais participer, c'est rejoindre ceux qui veulent voir éclore une Afrique maîtresse de sa voix, de ses richesses et de son destin. Vous, spectateurs, détenez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Partagez vos idées, interrogez, faites entendre votre voix. La vraie souveraineté naît de la confrontation des opinions et de la vigilance collective. Elle ne s'achète pas, elle ne se délègue pas. La bataille pour l'avenir des données africaines commence à peine. Et votre implication aujourd'hui décidera peut-être qui écrira les prochains chapitres de cette histoire.